Comme tu l'auras compris avec le titre de la vidéo, on va essayer de déterminer si oui ou non tu peux être considéré comme quelqu'un d'intelligent. Déjà, la chose qu'il faut prendre en considération, c'est que bien souvent, pour déterminer l'intelligence, on va partir sur 3 critères de base. Le premier, ça va être ton niveau d'études ou ton niveau scolaire, savoir où est-ce que tu t'es arrêté à l'école. Le deuxième, ça va être bien souvent le QI, donc la quotient intellectuelle. Et la troisième chose, ça va être ta capacité de mémorisation et surtout de mémorisation par cœur. Et donc j'imagine qu'avec tout ça, tu vas déterminer super facilement le fait que dans toute ta vie, la période à laquelle on va déterminer ton intelligence, c'est lorsque tu vas te retrouver à l'école. Donc l'école a une part très importante dans la façon de déterminer si oui ou non tu es intelligent. Ou tout du moins, comment la société va déterminer si tu es intelligent ou si tu ne l'es pas. On utilise souvent justement cette chose pour dire il y a des gens qui sont intellectuels et il y a des gens qui sont manuels. Comme si les gens qui étaient manuels étaient dépourvus d'intellect, étaient dépourvus d'intelligence. Et à l'inverse, si tu es intellectuel, tu ne peux pas être quelqu'un de manuel, tu ne peux pas créer des choses avec tes mains et donc tu vas être cantonné à une certaine activité dans ta vie. En même temps, de déterminer justement que la période la plus importante pour déterminer si oui ou non tu es intelligent, c'est l'école. La personne qui va pouvoir endosser ce rôle, ça va être le professeur ou les différents professeurs que tu vas avoir tout au long de ta vie scolaire. Il y a deux choses qu'il faut bien mettre en opposition, c'est que tes parents vont être là pour t'élever en tant qu'enfant et la vie scolaire va être là pour t'éduquer, pour normalement te donner tous les éléments qui peuvent te permettre justement de t'aider dans la vie. La chose qui est rédhibitoire généralement lorsque tu es à l'école, c'est les notes que tu vas obtenir qui vont te permettre de déterminer oui ou non si tu peux passer dans la classe supérieure et donc si tu peux gagner de l'intelligence au vu de la société. Il y a une science de l'évaluation qu'on appelle la docimologie. Et en fait, la docimologie va déterminer les différents biais à une évaluation et comment une évaluation doit-elle être juste. Et en fait, pour ça, il faut qu'elle ait deux critères importants. La première, c'est la note. On a eu la chance ou la malchance d'avoir des notes en étant à l'école. Mais bien souvent, je dis malchance parce qu'il a souvent manqué quelque chose à côté, même si les profs le font, mais ils ne le font pas de la bonne manière. La deuxième chose qu'on doit avoir, c'est un message en fonction de la note qu'on a obtenue. Quand on voit qu'aujourd'hui, on fait en sorte d'enlever les notes aux enfants parce qu'on dit c'est pas bien, ça les stigmatise, etc., etc., c'est parce qu'il manque bien souvent la partie du message que la note véhicule. Par exemple, on va déterminer que tu viens de rentrer un devoir, peu importe la matière, que ça soit des mathématiques, du français, de l'histoire géo, de la technologie, sciences économiques et sociales ou autres, et que tu as obtenu un 12. Qu'est-ce que ça veut dire au final? Ok, 12 sur 20, ça veut dire que tu as la moyenne, ok, mais un 12 concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour le professeur quand il l'a mis? Ça veut dire quoi pour toi un 12? Ça veut dire quoi pour tes parents? Ça veut dire quoi pour la société de manière générale? Quand tu passes le bac, quand tu passes tes différents diplômes, tu vas te rendre compte qu'il y a des appréciations en fonction de la note que tu as eue. Très bien, assez bien, passable, etc., etc. Sauf que bien souvent ça s'arrête là. On te donne la note et on te met passable à côté, médiocre, se repose sur ses acquis, reste sur ses lauriers, dédicace maman. Ça va pas plus loin que ça. Sauf que qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu 13? Ou qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu 11? Alors bien souvent, je suis d'accord, tu vas forcément te poser la question de te dire oui mais moi je sais que par exemple moi il y a des barèmes. Quand je fais une dictée, les fautes d'orthographe ou les fautes de conjugaison ou les fautes de grammaire ou les fautes d'accord, ça va pas générer le même manque de points. Je suis d'accord avec toi parce que là c'est assez bien répertorié. Sauf que, et ça j'en avais parlé dans une ancienne vidéo, lorsque tu vas écrire un mot, par exemple le mot téléphone. Donc tu vas l'écrire de manière normale avec un PH pour le son F. Sauf que si tu es dyslexique comme moi et dysorthographique, il est possible que tu l'écrives avec un F. Sauf que d'un point de vue phonétique, tu l'entends exactement pareil. Et pour ça, on va te compter faux, parce que l'orthographe n'est pas bonne. Mais on va même pas te compter la moitié d'un point qu'on t'enlève, on va t'enlever un point en entier. Par contre, une personne qui va t'écrire téléphone avec 3 N, avec 4 E et avec un TH à la place de TE au début, là, ça serait exactement la même chose. D'un point de vue phonétique, ça va être bon, mais par contre, d'un point de vue orthographe, c'est pas bon. Donc, on va complètement te retirer les points. Par contre, une personne qui va t'écrire téléphone en te mettant WZXOVWE, on est d'accord que ça ne veut pas dire téléphone, mais cette personne pourtant aura toujours 0. Donc d'avoir 0 en ayant écrit n'importe quoi ou d'avoir 0 mais d'avoir bon d'un point de vue phonétique
déjà tu te rends compte que la note, ben, elle n'est pas juste au final. Et la deuxième chose, je te parlais du message. Et en fait, le message qui devrait être véhiculé à chaque fois qu'on te met une note, c'est que déjà le message, l'évaluation au final, ça va déterminer la qualité d'un travail à un instant T. Et donc déjà, ça n'évalue pas la personne que tu es, mais ça évalue le travail que tu viens de rendre à un instant T. Et que le message qui va être véhiculé sur l'évaluation doit te permettre d'obtenir une meilleure note la prochaine fois. Et donc le message généralement qu'on devrait te mettre, mais qu'on ne te met jamais, c'est ok, cette fois-ci tu as eu 12. Pour obtenir 15, il aurait fallu que tu me mettes ça en plus ou que tu travailles ça en plus. Pour obtenir 17, il aurait fallu que tu fasses ça en plus et que tu travailles sur ça. Et pour obtenir la note de 20 sur 20, eh bien, il aurait fallu travailler sur ça, sur ça, sur ça et sur ça. Et donc là, ça va déterminer le fait que tu as un axe de travail, tu as un axe de progression et que là, la correction, ou tout du moins la critique, est très constructive. Si tu dis à un enfant, ne t'assis pas là, il fait quoi l'enfant? Il ne sait pas quoi faire d'autre, parce que tu lui as pas spécifié ce qu'il devait faire. Ne mets pas tes mains à la bouche, mange pas ça, ne cours pas dans le couloir. Du coup, il fait quoi? On va bien souvent, dans notre société, focaliser sur la chose qu'il ne faut pas faire. Et moi, je vois par exemple en séance, généralement quand j'accompagne des personnes, elles me disent tout le temps ce qu'elles veulent pas. Ah ben moi, je veux plus me sentir triste quand je vois telle chose à la télé. Et du coup, tu veux quoi? Je veux plus me sentir triste. Ouais, mais là, tu me dis pas ce que tu veux. Du coup, tu veux quoi? Et donc, en fait, le simple fait de focaliser sur le négatif va faire que la progression va pas pouvoir se faire, ou très difficilement. Au tout début de la vidéo, je te disais qu'il y avait une personne qui était très importante dans l'éducation, c'était le professeur. Et en fait, en fonction de ce que le professeur va penser de toi, va te donner une réputation. Et il faut savoir qu'au bout d'un certain temps, tout élève va émettre une performance, même si ce mot est très moche, va émettre une performance à l'école en fonction de la réputation qu'il a. C'est-à-dire que dans la croyance générale, on dit toujours que les femmes sont moins douées que les hommes en mathématiques, ce qui est complètement faux. Et par ce fait, le professeur a cette idée en tête. Et donc, si c'est un prof de mathématiques, il va beaucoup plus passer de temps à se focaliser sur les garçons que sur les filles pour expliquer un problème. Et ça peut être inversement pour le français. On va dire que les filles sont beaucoup plus dans les lettres et donc les hommes un petit peu moins. Et donc du coup, le professeur ou la professeure va passer plus de temps à aider les filles que les garçons. Et il y a 2 expériences qui ont été faites qui illustrent justement les 2 biais dont je viens de te parler. La première expérience, ils ont pris 2 classes où ils ont mis dans une classe des élèves qui n'étaient pas très doués en mathématiques, qui avaient du mal avec tout ce qui était géométrie, etc. Et dans l'autre classe, ils ont mis des petits génies, des personnes qui n'avaient aucun problème avec les mathématiques et même qui pouvaient en faire toute la journée sans aucun souci. Et le postulat de départ a été que il y avait un tableau dans les 2 salles où ils ont dessiné une figure géométrique très compliquée. Et dans l'énoncé du problème, ils ont dit, ce qu'on va vous demander, ça va être de reproduire la figure géométrique que vous avez dans les yeux. Mais surtout, n'oubliez pas que c'est un exercice de géométrie qu'on vous demande de faire. Ils ont fait travailler les enfants. Et la classe où il n'y avait que des cancres qui avaient un peu de mal avec les mathématiques ont eu des résultats mais vraiment médiocres. Vraiment pas très bons du tout. Et par contre, l'autre salle, où il y avait des élèves qui étaient très bons en mathématiques, ont vraiment tous réussi. Et ils ont décidé de refaire l'expérience. Cette fois-ci, au lieu de préciser que c'était un exercice de géométrie, ils ont précisé aux 2 classes que c'était un exercice de dessin, d'art plastique. Et à ce moment-là, toutes les notes de tous les élèves qui étaient considérés comme cancres sont arrivés au même niveau que ceux qui étaient considérés comme des génies en mathématiques. Tout simplement parce qu'il y a des biais dans le cerveau pour certains élèves. Quand on leur dit qu'ils sont nuls en mathématiques, dès qu'on leur propose une équation mathématique ou dès qu'on leur propose de faire des mathématiques, il y a une partie du cerveau qui s'inhibe, qui ne veut plus fonctionner, qui se dit « moi de toute façon je ne sais pas faire, du coup je te laisse gérer tout seul ». Et donc ils réalisent des résultats qui sont vraiment décevants. La deuxième expérience, c'est un petit peu le même concept. Ils ont pris deux classes. Une classe où il y avait des enfants qui étaient pas très bons, voire même des cancres, et une deuxième classe où il y avait des génies, des personnes qui étaient très fortes en mathématiques. Et ils ont pris 2 professeurs. À un des professeurs, ils lui ont donné la salle où c'était des cancres. Ils lui ont dit, par contre, tu as énormément de chance parce que cette année, pendant 1 an, tu vas voir dans ta classe, c'est que des génies. C'est que des futurs Einstein, des prix Nobel de mathématiques qui captent super vite les concepts, etc. Donc, tu as vraiment de la chance, tu vas t'éclater. Et à l'autre professeur, ils lui ont dit l'inverse. Ils lui ont dit, mais en fait, la classe que tu as là,
on est désolé, mais cette année, en fait, tu vas être avec des cancres pour essayer de leur remonter un petit peu le niveau. Tu vas voir, ils ont un peu du mal avec les mathématiques. C'est vraiment des concepts abstraits pour eux, alors que c'était la classe où il y avait les génies. Et ils les ont laissés pendant 1 an. Et pendant 1 an, les résultats chez les cancres ont augmenté, ils sont même devenus au même niveau que certains génies. Parce que le professeur, lorsqu'il expliquait les problèmes de mathématiques ou lorsqu'il expliquait les concepts, quand les élèves ne comprenaient pas, lui, il s'est remis en question. Il s'est dit que là, c'était des futurs génies qui étaient même encore plus intelligents que lui. Du coup, c'était à lui de faire un effort. Et du coup, il a modifié sa façon de parler, il a passé plus de temps avec chaque élève pour leur faire comprendre, pour réaliser les exercices. Et donc, les élèves se sont sentis considérés, soutenus, entendus, à l'écoute. Du coup, ils ont commencé à produire des résultats en fonction de la réputation que le professeur pensait qu'ils avaient. Et inversement, les résultats des génies qu'il y avait en mathématiques a commencé à baisser, à diminuer, parce que le professeur, pensant avoir des cancres, passait moins de temps avec eux, leur expliquait moins les concepts, omettait de leur donner même certaines consignes, parce qu'il se disait que de toute manière, ils n'allaient pas réussir. Et les élèves, manque de considération, manque de temps, manque de travail avec eux. Et au final, ils ont commencé à produire des résultats qui étaient conformes à la réputation que le professeur pensait qu'ils avaient. Et donc, tu l'auras bien compris, avec cette vidéo, je ne vais pas te dire si oui ou non tu es intelligent. Sachant qu'il y a une autre forme d'intelligence dont on ne parle jamais, qu'on commence un petit peu à découvrir et à nous parler, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est celle qui va nous permettre de savoir nous gérer, nous, dans un contexte bien prédéfini, ou de savoir gérer des personnes dans un contexte bien prédéfini. Ça va être une intelligence qui va être basée essentiellement sur les émotions que tu vas pouvoir ressentir, sur ta communication non verbale, sur ce qui se passe dans la chimie de ton cerveau, ce qui se passe dans les comportements que tu peux avoir vis-à-vis d'une situation. Une personne qui va être très intelligente, par exemple, ou que la société va considérer comme très intelligente, mais qui va avoir très peur de parler en public, ce serait une personne qui aurait une intelligence émotionnelle qui sera très faible. Pour te donner un exemple très personnel, lorsque j'étais à l'école, comme je te l'ai dit, moi je suis dyslexique et dysorthographique, donc j'avais beaucoup de mal avec tout ce qui était rédaction et tout ce qui était lié à l'écrit. Et lorsqu'il y avait des exposés qu'on devait faire, moi la solution que j'avais trouvée pour avoir des bonnes notes, c'était tout le temps, j'allais voir le premier de la classe, et je lui demandais s'il voulait travailler avec moi et je lui posais juste une condition. Je lui disais à chaque fois, écoute, le premier de la classe généralement lui il avait peur de parler. Du coup, je lui demandais de travailler, de faire tout ce qu'il y avait à faire à l'écrit et c'était moi qui passais à l'oral. Et de ce fait, étant très fort en intelligence émotionnelle, lui étant très forte en intelligence dite classique, on pouvait combiner nos savoirs et justement on pouvait obtenir des bonnes notes. Et donc dans tout ce qui était exposé, j'ai toujours été un très bon élève. Par contre, dans tout ce qui était rédaction sur table, j'ai toujours été l'un des pires élèves. Et donc la chose en fait que j'aimerais te faire comprendre au travers de cette vidéo, c'est que peu importe le type d'intelligence que tu as, que ça soit une intelligence classique, une intelligence émotionnelle ou même un autre type d'intelligence que tu pourrais avoir, le but est que tu travailles tes points forts. Tes points faibles, tu peux les travailler, mais si tu cherches à travailler tes points faibles pour devenir comme quelqu'un d'autre, c'est absolument pas le but. Il faut savoir que si tu es très intelligent dit classique, c'est une chance pour toi. Mais si tu es intelligent d'un point de vue dit émotionnel, c'est aussi parfait pour toi. Et donc, tu n'as pas besoin de te changer. Prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.